Madame Danielle Obono pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur cet article, dans la lignée de ce que nous expliquons depuis le début sur la nécessité d'avoir une police républicaine nationale et de proximité, nous sommes opposés à la création de la police municipale à Paris. Et je voulais intervenir sur deux points qui me semblent importants. D'abord, rappeler qu'il n'y a pas, au niveau de la capitale parisienne, de déficit comparativement à d'autres capitales comme Londres ou Berlin, puisque je rappelle qu'à Paris, nous avons 7,1 policiers et policières pour 1000 habitants et habitantes, quand il y en a 7,2 à Londres et 6 à Berlin. Donc il y a une présence forte et nécessaire de la police sur la capitale. Il y a par ailleurs effectivement des besoins en termes de sécurité et surtout en termes de prévention. Je voudrais donner deux exemples concernant ma circonscription qui se retrouve dans le nord-est parisien entre 18e et 19e arrondissement et qui connaît de nombreux problèmes en termes de sécurité et de tranquillité publique, notamment concernant la question du trafic de drogue et de tous les problèmes de troubles, de délinquance qui sont liés à ce trafic de drogue. Pour s'attaquer à ce trafic de drogue, il faut mettre des moyens en particulier et en priorité dans le travail d'investigation des officiers de police judiciaire qui ne sont pas suffisamment nombreux pour pouvoir s'attaquer et éradiquer ces trafics en partant de la source. Et ça nécessite un long travail d'enquête, un long travail d'investigation. Et le fait, par exemple, de mettre des policiers en uniforme autour du bassin de Stalingrad pour donner l'impression qu'on a une présence policière qui ne fait rien pour les personnes, par exemple, qui sont en train de faire un usage à ciel ouvert de drogue, n'a aucune espèce de résultat puisque ces personnes-là ne peuvent pas être appréhendées. Et en vérité, le trouble qui existe à l'ordre public, à la tranquillité des riverains et riveraines n'est absolument pas réglé et le serait par contre par un travail de prévention et de moyens mis en termes d'accompagnement social et d'accompagnement sanitaire. Et c'est là-dessus qu'il faut mettre les moyens. Et donc, oui, une police nationale d'investigation pour lutter contre les trafics et oui, plus de moyens, notamment aux associations d'accompagnement pour la prévention des risques. Je vous remercie, monsieur. 738. Madame Obono, c'est vous qui le défendez. Oui, nous maintenons notre opposition parce qu'il ne nous semble pas que les arguments mis en avant consistant à dire toutes les autres villes en France en ont, donc il faut absolument que Paris et sa police municipale soient suffisants. Et je voudrais revenir sur un deuxième exemple où ce que nous disons et ce que nous répétons, c'est qu'il faut une police républicaine nationale de proximité avec des agents qui puissent s'attaquer aux causes principales aujourd'hui des troubles à l'ordre public, de la délinquance petite et grande. Et pour ça, pointer les problèmes de fond. Aujourd'hui, dans ma circonscription, il y a quelques jours, il y a eu une agression de jeunes parce qu'il y a des problèmes de rixes récurrentes entre un certain nombre de jeunes. À ce moment-là, l'intervention de la police, d'une certaine manière, est trop tardive parce que le délit a eu lieu, parce que le drame a eu lieu. Et ce qui est pointé par tous les acteurs et actrices de terrain, c'est le manque en termes de prévention spécialisée. Là aussi, il y a des acteurs dont le métier, dont la fonction doit être justement de prévenir ce type de troubles de risques qui mettent en danger, y compris un certain nombre de mineurs. Et le problème, c'est que les moyens de cette prévention spécialisée ne sont pas à la hauteur aujourd'hui des besoins, notamment dans les quartiers populaires. Et donc, de ce point de vue-là, encore une fois, le problème, c'est d'attribuer et d'élargir, en fait, et ça, c'est une tendance constante, le périmètre de la police ou des polices qui sont censés s'occuper de tout, alors qu'en vérité, il y a d'autres acteurs et actrices, notamment en termes de prévention spécialisée, de prévention sanitaire, qui doivent pouvoir et qui sont en mesure, si elles et ils en ont les moyens et la formation nécessaire, d'intervenir et d'empêcher qu'un certain nombre de problèmes se posent et qui régleraient une bonne partie de ce qui pose problème pour les habitants et habitantes. Et de ce point de vue-là, et sur un certain nombre d'autres exemples, on le voit de notre point de vue, ce n'est pas plus de police municipale, c'est mieux de police nationale d'investigation et plus d'intervenants et intervenantes de la prévention et de l'accompagnement social. Je vous remercie, chers collègues.
Vous avez la parole. Oui, c'est une demande de suppression de cet article 12 qui participe de ce contre quoi nous nous élevons depuis le début de la discussion, c'est-à-dire le grand floutage général des frontières et des périmètres entre différents statuts et catégories. Il existe d'ores et déjà dans le code pénal des sanctions qui sont prévues pour l'atteinte aux personnes, pour les agressions, et il est important et nécessaire que toute personne, et notamment des agents de sécurité qui seraient victimes d'agression, d'atteinte, de harcèlement, de toute forme de violence, puissent saisir la justice, et c'est d'ores et déjà le cas. Mais ce à quoi vous procédez dans cet article 12, c'est petit à petit de donner un statut à ces agents de sécurité qui seraient à terme l'équivalent d'agents publics, de fonctionnaires, sans même les garanties qu'aurait le fonctionnariat, mais en créant une zone trouble juridique. Et ça, c'est extrêmement problématique. Nous ne croyons pas que ça les protège mieux, mais en tout cas, ça dégrade de notre point de vue à la fois le statut du service public et y compris la perception du public, parce que si vous le faites cela, c'est aussi pour envoyer un message, et de notre point de vue, il est problématique que l'on ne puisse plus distinguer la différence entre des agents fonctionnaires du secteur public et des agents privés chargés de la sécurité sur une mission aussi importante. De notre point de vue, c'est dommageable. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de l'article 12. Merci Monsieur le Président. Alors de quoi parle-t-il cet article 12 ? Il vise à mieux protéger les agents de sécurité privée quand ils sont victimes notamment de violences, et à avoir des condamnations plus lourdes quand ils sont victimes de violences. Alors évidemment, moi je suis tout à fait défavorable à la suppression de cet article. Nous avons, depuis le début de nos débats sur ce titre, imposé de nouvelles contraintes à la profession, parce qu'on sait que justement c'est un métier qui n'est pas un métier comme un autre, qu'on peut être en première ligne. Il y a des agents qui ont un comportement héroïque aussi dans des situations difficiles, et c'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il faut les protéger, qu'ils ont le droit d'être protégés, et que les condamnations soient plus lourdes quand ils sont victimes de violences. Un amendement de suppression, à la différence de notre collègue Solignac, nous pensons que c'est tout à fait cohérent, puisque ça va dans le sens de ce qu'on dit et ce que nous réfutons depuis le début, mais on aurait pu parler d'autres textes de remise en cause du statut de la fonction publique. Et là, on voit là, dans le domaine de la sécurité, comment est-ce qu'il est assumé le fait qu'on ne fasse plus de différence entre des fonctionnaires, des agents publics et des personnels de sécurité privée, jusqu'à l'uniforme, ce qui peut apparaître symbolique, mais qui est, y compris la première appréhension qu'ont les citoyens et citoyennes du type d'agents qui sont dans l'espace public. Et donc, à partir de là, on a en fait différentes catégories de fonctionnaires, avec certains qui n'ont pas le statut, qui n'ont pas les protections afférentes, mais qui auront le même type de responsabilité. Quand notre collègue se faisait le héros des agents de sécurité en disant qu'il s'agissait de leur apporter de la reconnaissance, moi je pense que ces agents de sécurité, ils aimeraient une augmentation du SMIC, parce que ce sont souvent des personnels qui sont très mal payés, qui sont payés au lance-pierre. Elle et il aimeraient aussi peut-être d'avoir une régularisation, parce que pour beaucoup, ce sont des personnes qui sont employées sans statut réel. Si vous voulez de la reconnaissance par rapport à ces personnels, donnez-leur les moyens de vivre dignement et décemment, plutôt que de les mettre dans une position où en fait ils n'ont pas la responsabilité de fonctionnaire et l'autorité qui est dévolue par ce statut-là, mais on leur en donne les fonctions sans les moyens et sans les protections. Et je pense que ce n'est pas leur rendre service, et ce n'est certainement pas rendre service au service public que de faire cela. Alors, ces amendements de suppression, avis de la commission, madame la rapporteure. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, ça sera évidemment un avis défavorable. Cet article 12, il est important. Et je crois qu'il y a une vraie incompréhension, peut-être une confusion sur cet article 13. Pardon, sur cet article 13. Alors, qu'est-ce qu'on veut par cet article 13 ? On veut pouvoir avoir une tenue qui soit reconnaissable pour les agents de sécurité privée, tout en étant évidemment bien distincte et différente de celle des forces de l'ordre. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Ici, il s'agit aussi de reconnaître le métier de nos forces des forces de sécurité privées. C'est la reconnaissance professionnelle un petit peu. Et puis, ça permet à chacun de savoir qu'ils sont là et de savoir qui ils sont. Donc, l'objectif de l'article, c'est qu'ils puissent être reconnus sans être confondus avec nos forces de l'ordre. Et donc, j'espère qu'il y a eu une confusion sur le sens de cet article. Donc, ce sera une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable. Madame Obono a la parole. Madame Obono a la parole. Madame Obono. Non, mais sincèrement, c'est pas une question de posture, collègue. On a un vrai désaccord. Non, nous ne pensons pas que les agents de sécurité sont nos agents de sécurité privés, parce que ce sont des personnes qui sont employées par des entreprises, par des individus privés. Et ce n'est pas comme nos fonctionnaires. D'ailleurs, on pourrait en parler de la question de nos ou vos. Ce sont deux statuts différents. Donc, oui, idéologiquement, vous, LR à droite, comme à droite LREM, vous pensez qu'il n'y a pas de différence entre le service public et le secteur privé. Donc, vous êtes cohérents. Ce n'est pas une posture, c'est une vision de la société, de l'intérêt général. Nous pensons qu'il faut faire une différence claire et nette entre le secteur public et tous les agents qui sont investis de cette autorité, et c'est de notre responsabilité de déterminer dans quel cadre ils travaillent, comment, selon quel objectif, et puis le secteur privé, où ce sont les intérêts privés qui les emploient, qui peuvent déterminer comment ils doivent s'habiller. Mais ce n'est pas de notre ressort. Encore une fois, ce qui est de notre ressort, c'est garantir que ces personnes soient payées correctement et les papiers pour ne pas être précarisés et surexploités. Et ça, vous n'êtes pas au rendez-vous pour leur rendre hommage. Vous répondiez, Madame Obono. Oui, alors dans la poursuite de la discussion, peut-être pour certains collègues qui ne semblent pas savoir à quoi ressemblent des agents de sécurité privés ou qui n'ont jamais vu des agents de sécurité privés, ou qui n'ont jamais fait attention, parce que peut-être que leur rôle aussi est de ne pas être voyants, ils sont déjà identifiés. C'est-à-dire que souvent, ils ont écrit sur une partie de leur corps sécurité, ils ont des tenues uniformes, même si ce ne sont pas des uniformes, etc. Donc ils sont déjà identifiés, et c'est fait pour, justement, le fait est que s'il y a un problème, des gens puissent aller leur demander de l'aide, donc qu'ils puissent être identifiés. Donc c'est déjà le cas. Et il n'y a pas besoin de mettre des justes au corps rose, ou alors si vous voulez en mettre, mettez-en, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit encore une fois du fait qu'on peut avoir différents intervenants sur un même sujet, sur un même périmètre, de la même manière qu'il y a dans le secteur de la santé, il y a un service de santé public, et puis il y a un service de santé privé. Et ils parlent de la même chose, ils traitent de choses très très importantes, et je pense que dans la crise sanitaire où on est aujourd'hui, personne ne dira que la santé ce n'est pas important, mais on sait quand même bien, en tout cas nous tenons à la différence entre le service de santé public et des agents qui sont identifiés comme tels et qui ont un statut comme tel, et le privé. Ce n'est pas la même chose. De toute évidence, pour vous, c'est la même chose. Vous mettez ça au même niveau. Mais effectivement, nous n'avons pas la même vision, et nous défendons le service public et les statuts qui vont avec pour distinguer les gens, en même temps que dans le secteur privé, Merci. Nous sommes pour les protéger avec les meilleures conditions possibles. Je voulais réagir en partie à l'intervention tout à l'heure de notre collègue Lagarde, qui prenait comme une évidence que des outils existent, un peu comme si en marchant on tombait sur un caillou et c'est un outil et ça va servir. Or, je pense que c'est quand même important de rappeler que les outils, les techniques, elles n'existent pas, elles ne sortent pas d'un chapeau. Elles sont faites, elles sont développées, ces techniques, avec une intention. Et les drones, rappelons tout de même l'origine de cette technologie. Dans quel contexte ces technologies ont-elles été développées ? Dans un contexte de guerre, dans un contexte de matériel qui a visé... Qui a été visé pendant et après la Première Guerre mondiale pour pouvoir procéder à des opérations armées et militaires. C'est dans ce contexte-là que ça a été développé et qu'il y a eu des financements massifs d'un certain nombre d'États. Et donc, par ailleurs, nous assumons
que nous ne voulons pas d'une société où des drones, des appareils, des techniques, des outils surveillent en permanence. Parce que la logique de ce que vous venez de dire, collègue Lagarde, c'est effectivement qu'on pourrait utiliser des drones pour tout. Et pour de choses très très bien, pour sauver des vies bien sûr. Mais ça signifierait aussi une surveillance et une société panoptique que nous refusons. Donc c'est aussi par rapport à la conception de la société. Les techniques, elles servent un dessein et une stratégie et une vision de la société. Et nous sommes contre. S'il vous plaît, Nous nous sommes opposés à une société Monsieur où Lagarde, les s'il vous individus plaît. sont surveillés par un État en permanence tout le temps, pour toutes les raisons, certaines très bonnes, mais pour l'essentiel, quand on parle du pouvoir, pour des raisons de police, de contrainte et de remise en cause des libertés. Et effectivement, nous sommes absolument contre. Vous pensez que c'est du violon et nous pensons que c'est très grave ce que vous êtes en train de faire. Monsieur Lagarde, s'il vous plaît. Monsieur de Lagarde. responsabilité des maires. Je vous remercie. Monsieur Lagarde. Oui, Monsieur le Président, l'objectif est le même, c'est de permettre. Oui, Monsieur le Président, l'objectif est le même, c'est de permettre opérationnel de pouvoir le faire. Mais pardon, toujours dans le même souci. Je viens d'entendre notre collègue Bono le faire. Mais pardon, théorie. Je viens d'entendre notre collègue Bono un développement technologique qui est fait pour une raison idéologique, qui est surveiller l'ensemble de la population. Qui est fait pour une raison idéologique. Moi, je demande à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent. Moi, je demande à ceux qui vous regardent, à ceux qui nous écoutent, de comprendre à quel point vous parlez de ce que vous ne connaissez pas. 80 à 90% des drones existants sont des drones civils. 80 à 90% des drones existants sont des drones civils. Ils n'ont donc pas été développés, ils ont été développés à d'autres. Et ce sont les militaires qui ont récupéré cette technologie. Et ce sont les militaires qui ont récupéré cette technologie un certain nombre de systèmes d'observation. Et qui ensuite d'ailleurs ont incrémenté un certain nombre de systèmes d'observation. Donc c'est pas un complot contre la société, c'est une évolution technologique. Les chercheurs ne sont pas des gens qui sont en train de passer leur temps à chercher, ne sont pas des gens qui sont en train de passer leur temps à chercher un objet qui peut être utile. Ils cherchent simplement diverses utilités. Et dans cette utilité, je le répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, et dans cette utilité, je le répète simplement de l'encadrer, de savoir quelle est la limite. On peut être en désaccord sur la limite, de savoir quelle est la limite. On peut être en désaccord sur la limite que celle d'utilité que celle que vous décrivez. Je pense qu'il y a plus d'infractions que celle sans aller chercher un complot généralisé contre la société, incrémenté par les chercheurs, les militaires et les policiers, ce qui est parfaitement ridicule. Incrémenté par les chercheurs, les militaires et les policiers, ce qui est parfaitement ridicule. Je vous remercie. Monsieur le Président, l'objectif. Le 1359. Oui, c'est un amendement pour changer un mot et préciser l'amendement de nos collègues, hein, parce que nous sommes, nous aussi, pour interdire tout usage des technologies de reconnaissance faciale dans des espaces et des établissements publics sur le territoire français et qui, dans nos nombreuses de ce que nous avons proposé, a été rejeté. Je voulais en profiter pour revenir quand même sur le sens au-delà de l'aspect technique. Le collègue Lagarde n'est pas là, mais je pense quand même qu'on a un débat politique général sur l'usage d'un certain nombre de techniques avec une vision. Et je rappelle, malheureusement, il ne l'apprendra peut-être pas ce soir, que si les techniques d'aéronefs sans pilote ont été développées dans un contexte militaire autour de la Première Guerre mondiale, et c'était pour un usage précis, effectivement, que ça a été développé. Et on voit la logique ensuite qui a permis que ces technologies arrivent à maturité. Il a fallu un investissement, notamment d'un certain nombre d'États, pour que ces techniques arrivent à maturité et se développent ensuite dans tout un nombre d'espaces civils. Donc il ne s'agit pas de complotisme, et je trouve ça, pour le coup, assez désolant d'avoir ce type d'argument contre une vision qui est cohérente de l'histoire, y compris, et de la vérité de l'histoire, et l'enjeu de remettre au centre quel type de société on veut, ou est-ce qu'on veut une société de télésurveillance généralisée pour toujours le bien de tout le monde, ou on veut une société où on respecte les droits et libertés, et notamment le droit à la vie privée et le droit de ne pas être filmé à son insu, sans sa volonté expresse et consentante. Et de ce point de vue-là, voilà pourquoi il faut restreindre au maximum l'utilisation de ce type de technologie. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, j'essaye de ne pas abuser de la parole, mais je voudrais porter une appréciation globale à la fois sur cet amendement qui est intéressant et sur l'article. Autant j'ai défendu tout à l'heure, et parfois avec vigueur, même si ça a déplu aux théories pour moi fumeuses de Mme Obono, autant j'ai défendu l'idée que l'outil technique ne devait pas être rejeté a priori, autant je pense qu'il doit être encadré. Et pardon, Monsieur le Ministre,
Madame et Monsieur le rapporteur, je pense que là, on est à la limite de l'exercice de la PPL. Pourquoi? Parce qu'on voit bien les débats. Et moi, j'ai un certain nombre de réserves. On ne peut pas expliquer que pour des raisons techniques, qui aujourd'hui ne sont pas possibles, que pour des raisons matérielles, pour des raisons impératives de mission, on va pouvoir filmer tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a créé la vidéosurveillance, qui a fait beaucoup de débats dans cet hémicycle? On a fixé les objectifs, on a fixé les interdits et on a fixé le cadre de contrôle. Tel n'est pas le cas de cet amendement. Aujourd'hui, par exemple, quand vous dites « oui, mais on a protégé le domicile », mais pas forcément le lieu de travail qui n'est pas un domicile, ça veut dire que vous êtes en train, et c'est un risque, et je suis sûr que le texte ne reviendra pas du Sénat tel qu'il est là, parce que le Sénat sur les libertés publiques est souvent beaucoup plus vigilant que nous le sommes pour des élections de fait majoritaire, etc., quelle qu'ait été la majorité. Or, vous pouvez, par l'adoption du texte tel qu'il est, inventer un mandat de perquisition qui n'existe pas, visuel, à l'intérieur d'un lieu qui ne devrait pas l'être. Je répète, je ne veux pas qu'on refuse cette technique, elle est utile. Simplement, elle devrait être encadrée dans le cadre d'une procédure judiciaire. Elle devrait être autorisée ou surveillée. Elle devrait... Et ce n'est pas dans une PPL qui n'a même pas été vue par le Conseil d'État qu'on peut faire ça. Donc, je tiens simplement à exprimer cette réserve de notre groupe. Oui, on a besoin de cet outil. Oui, il est utile dans beaucoup de domaines, mais on ne peut pas le faire comme ça parce qu'il faudrait que les magistrats puissent y être, qu'on ne remplace pas la perquisition normale par la perquisition administrative, qu'on ne remplace pas ça, par exemple, dans une enquête préliminaire où la défense n'a aucun droit. Bref, il faudrait prévoir les cas. Je vous remercie. Ce n'est pas suffisamment encadré dans le texte ici. J'ai un rappel au règlement, Madame Obono. Oui, il s'agit d'un rappel au règlement au titre de l'article 58 en référence à une mise en cause personnelle. Cela fait la deuxième ou peut-être troisième fois que le collègue Lagarde me nomme dans une de ses interventions sur le propos politique que j'ai tenu et qui vise à dévaloriser ce propos dans une attaque ad hominem. Non, il ne s'agit pas de théorie fumeuse. Il peut y avoir des désaccords. Encore faut-il qu'ils soient basés sur une connaissance de ce dont on parle. Et votre propos, si vous aviez été présent, collègue Lagarde, vous auriez entendu ma réponse qui n'est pas basée sur du complotisme. Non, s'il vous plaît, monsieur Lagarde. Qui n'est pas basée sur du complotisme, mais qui est basée sur une autre vision de la société et de l'utilisation de ces techniques. Et donc, si vous voulez monsieur bien, Lagarde, s'il vous plaît. Pour la bonne tenue de nos débats, le point est clair. Pour la bonne tenue de nos débats, je vous prierai donc, chers collègues tous et toutes, d'opposer à une vision politique. Non, mais attendez, rentrez pas dans le fond. Non, ce n'est pas sur le fond. Allez-y. C'est sur la manière de mener les débats. Si vous êtes en désaccord sur le fond avec ce que nous défendons, défendez-le sur le fond, pas sur des disqualifications en traitant les autres collègues de complotistes ou de je ne sais quoi. Monsieur Lagarde. Madame Carré. Madame Obono. Oui, je voulais réagir à l'intervention de Madame la rapporteure qui prenait pour exemple les effets paliers ou effets cliqués que nous dénonçons de l'expérimentation des caméras piétons en prétendant, en affirmant qu'il y avait eu justement un recul de l'expérimentation et qui avait prouvé qu'en fait ils avaient un effet dissuasif. Madame la rapporteure, vous savez pertinemment que le dit rapport de 2018 sur l'expérimentation de 2016 n'est absolument pas une confirmation de l'efficacité, mais simplement un relevé statistique du point de vue des policiers qui disent effectivement, qui ont voulu cette expérimentation et qui disent oui, ça marche. Ce n'est pas, Madame la rapporteure, un élément factuel, sourcé, approfondie avec une étude notamment sociologique des rapports police et population, avec une étude qualitative des effets de ces caméras piétons qui pourrait valider ce que vous faites exactement, la généralisation de ce type de procédure. Votre exemple montre précisément qu'il n'y a absolument aucun recul sur la mise en place et la généralisation de ces technologies et que ça ne sert que votre volonté, en fait, de les généraliser. Vraiment, j'invite tous les collègues à lire les 6 pages du supposé rapport qui fondent la généralisation de ces pratiques et qui ne sont absolument pas... qui n'ont absolument aucun élément qui valide votre propos. Et je pense que c'est à l'égard de ces caméras piétons, comme pour toutes les technologies que vous voulez généraliser, un choix politique et idéologique d'escalade sécuritaire. Je vous remercie, Madame Obono.
Madame Obono. Oui, bien, je vais répéter parce que je pense que c'est utile et que, en fait, les amendements successifs confirment l'opposition que nous avons à la fois sur la loi dans sa globalité et sur la méthode qui est employée par le gouvernement. Parce qu'on le voit, et les collègues argumentent bien dans le sens pour montrer à quel point les drones peuvent être utiles pour plein de choses, en fait. Quasiment pour tout, pour toutes les actions possibles de tous les agents, parce qu'il s'agit à chaque fois de prévenir la commission d'actes, qu'il s'agit à chaque fois de permettre des interpellations directes. Et donc, dans cette logique, parce que moi je ne méprise pas la logique, je suis opposée à cette logique, mais je la constate, et il faut le dire clairement, il y a une logique qui mène à ce que l'ensemble de la sphère public et même privé puisse et va, au fur et à mesure des cliquets qui sont franchis et des paliers, comme le disait la rapporteure elle-même, que l'ensemble de la sphère publique et privée soit utilement surveillée par des drones. C'est ce à quoi nous invite le gouvernement, le collègue Lagarde, de faire un cadre qui permettra de très légalement pouvoir surveiller. Et donc, nous, ce que nous disons, et la logique qui est la nôtre, c'est de dire que nous ne voulons pas d'une société où tous les espaces soient supposément utilement, et on peut débattre du fait que ce soit utile ou pas, nous considérons à partir des éléments que nous avons que ce n'est pas si utile à la prévention des actes, nous considérons et nous sommes globalement opposés à la fois à la logique générale et à la méthode qui est employée, et je crois que ça vaut la peine de le répéter aussi longtemps que nous aurons ce débat. Madame Obono. Je vais répéter parce que je pense que c'est utile et que, en fait, les amendements successifs confirment l'opposition que nous avons à la fois sur la loi dans sa globalité et sur la méthode qui est employée par le gouvernement. Parce qu'on le voit, et les collègues argumentent bien dans le sens pour montrer à quel point les drones peuvent être utiles pour plein de choses, en fait. Quasiment pour tout, pour toutes les actions possibles de tous les agents, parce qu'il s'agit à chaque fois de prévenir la commission d'actes, qu'il s'agit à chaque fois de permettre des interpellations directes. Et donc, dans cette logique, parce que moi je ne méprise pas la logique, je suis opposée à cette logique, mais je la constate, et il faut le dire clairement, il y a une logique qui mène à ce que l'ensemble de la sphère public et même privé puisse et va, au fur et à mesure des cliquets qui sont franchis et des paliers, comme le disait la rapporteure elle-même, que l'ensemble de la sphère publique et privée soit utilement surveillée par des drones. C'est ce à quoi nous invite le gouvernement, le collègue Lagarde, de faire un cadre qui permettra de très légalement pouvoir surveiller. Et donc, nous, ce que nous disons, et la logique qui est la nôtre, c'est de dire que nous ne voulons pas d'une société où tous les espaces soient supposément utilement, et on peut débattre du fait que ce soit utile ou pas, nous considérons à partir des éléments que nous avons que ce n'est pas si utile à la prévention des actes, nous considérons et nous sommes globalement opposés à la fois à la logique générale et à la méthode qui est employée, et je crois que ça vaut la peine de le répéter aussi longtemps que nous aurons ce débat. Je vous remercie. Monsieur... Madame Obono. Encore une fois, on peut reconnaître la logique des collègues qui présentent ces amendements, qui en fait suit celle du gouvernement. Si on était de mauvaise foi, on pourrait retourner les propos du ministre en indiquant, en refusant ces amendements, vous indiquez que vous n'aimez pas les soignants, vous n'aimez pas les enseignants, vous n'aimez aucune des catégories que ces amendements veulent protéger. Et à cet argument-là, que répondez-vous, chers collègues ? Rien, ou presque, ou alors vous renvoyez à plus tard le fait de prendre des dispositions, et si on vous écoute, effectivement, on va étendre en vérité l'ensemble des personnels. Et selon votre logique, oui, tous les personnels de la fonction publique, mais s'il est question des personnels essentiels, au cours des derniers mois et dernières semaines, vous avez reconnu, et je pense tout le monde reconnaît, que celles et ceux qui ont été essentiels, celles notamment qui ont été essentielles, ce sont aussi, par exemple, les personnels de caisse dans les supermarchés, qui sont régulièrement victimes d'atteintes à leur personne en tant que personnel de caisse, parce qu'elles font face à des situations difficiles et elles ne sont pas protégées. Puisque vous avez étendu les statuts des agents de sécurité, et vous avez étendu y compris les peines à ce niveau-là, pourquoi pas les caissières ? Pourquoi est-ce que les caissières
caissières qui ont été essentielles dans le maintien du confinement, qui ont y compris risqué leur vie et qui ont perdu leur vie. Une des premières victimes en Seine-Saint-Denis, c'était une caissière. Alors vous préférez laisser mourir les caissières qui nous ont permis de survivre pendant cette crise? Oui, c'est facile, mais c'est du même niveau des arguments que vous portez depuis le début en disqualifiant les amendements que nous proposons ou nos arguments. Je vous remercie, Madame Ce n'est pas une Obono. question d'aimer ou de ne pas aimer, c'est une question Nous de droit passons donc. et de Je vous remercie, garantie. Madame Obono. Madame Obono. Et nous passerons au vote. Alors, au fil de ces amendements et des réponses du rapporteur et de le ministre, on comprend qu'il y a effectivement un continuum sécuritaire qui est construit dans ce texte, mais aussi avec le texte suivant. Donc c'est intéressant, le texte dit sur le séparatisme, ou la laïcité, ou la République, ou l'islam. Bref, il y a un continuum sécuritaire, ça c'est clair, on va l'avoir dedans. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était sur le fait qu'une fois qu'on a évacué le faux lyrisme et sentimentalisme, aime ou aime pas, on peut peut-être essayer d'avoir une discussion sur... Par exemple, sur la police, la question est, est-ce qu'on pense qu'on a besoin de la police ou d'une police, oui ou non? Nous pensons que oui. Et dans ce cas, une fois que l'on a dit, on devrait se poser la question de quelle police avons-nous besoin? Est-ce qu'on a une police au service de principes, mais aussi au service du peuple et des citoyens pour assurer et garantir leurs droits et s'assurer que ces droits ne sont pas remis en cause, y compris par l'arbitraire du pouvoir? Ou est-ce qu'on a une police qui est instrumentalisée à des fins politiques, voire politiciennes, ou à des fins de répression? Et dans ce cas-là, effectivement, nous avons un désaccord avec la manière dont aujourd'hui le pouvoir instrumentalise la police au détriment de cette même police. Parce que nous ne croyons pas que c'est en revenant sur les droits et garanties que la police doit s'assurer qu'ils sont respectés qu'on protège cette police. Au contraire, en montant le niveau de violence et de régression démocratique, on met en danger les agents et agentes qui devraient être au service de la paix publique et non pas militarisés pour continuer une confrontation contre le peuple. Et donc, dans ce cas, effectivement, nous avons un désaccord avec la manière dont vous instrumentalisez la police qui devrait être républicaine. Madame Obono. Nous sommes contre ces amendements, comme nous étions contre l'article 23, et je voudrais revenir sur les raisons explicatives, d'autant que sur un point en particulier, c'est sur la question des élus. À aucun moment dans la discussion, nous n'avons compris pourquoi est-ce que les élus étaient mis là. On a entendu que les maires, c'était pour les maires, mais ce n'est pas pareil pour les députés. Je voulais aussi revenir sur le fait que tout le monde va être d'accord, et certains et certaines sont particulièrement concernés sur le fait qu'il y a des menaces de mort sur les élus. Je pense que des collègues l'ont été. Nous l'avons été nous-mêmes en tant que membres de la France Insoumise avec des menaces explicites, et voilà pourquoi nous avons aussi pu engager des poursuites. Nous espérons que justice soit faite, que les personnes soient condamnées et que si dans le cadre de la procédure des aménagements puissent avoir lieu, ils doivent avoir lieu parce que c'est l'office du juge qui décidera de cela. Pourquoi est-ce que nous maintenons notre opposition malgré tout? Parce que nous pensons que fondamentalement, comme pour les autres infractions, la question est celle de la responsabilité de l'escalade ou de la désescalade. Et dans les menaces qui sont faites, notamment à notre encontre, l'escalade, elle est due à quoi? Elle est due à une parole politique qui place sur un certain nombre d'élus des cibles. Il a beaucoup été question des cibles. Alors quand on explique que des élus de la République sont anti-France, comme l'a dit par exemple le rapporteur Fauvergue à mon encontre pendant la commission, quand on explique que des élus de la République sont complices du terrorisme et ont partie liée à la commission d'actes de terrorisme, on met une cible, oui, sur ces élus. Et la responsabilité, elle est politique. Elle est de la responsabilité des irresponsables qui font ce jeu-là. Et donc, dans ce cas, comme dans tous les autres, la question c'est, est-ce qu'on choisit la désescalade et le fait d'avoir un débat apaisé, ou on fait le contraire, et vous faites le contraire sur tous les plans. Merci. Nous passons. Alors, on est. Moi, j'ai suivi. Continue. Madame Merci, Obono, vous avez la parole. Nous sommes contre ces amendements, comme nous restons contre cet article, malgré l'argumentation du rapporteur, ou peut-être
en partant de l'argumentation du rapporteur, parce que de fait, la logique qui a été la vôtre pour justifier cet article pourrait s'appliquer, et les collègues qui proposent ces amendements vont au bout de cette logique. Le problème, c'est que cette logique-là ne se base pas, de notre point de vue, sur des éléments probants. Vous avez expliqué une situation terrible, dramatique, dans laquelle les personnes impliquées auraient voulu pouvoir agir, et ça, je pense que tout le monde ici est d'accord sur le fait que tout ce qui doit pouvoir éviter des massacres et des dizaines de morts, comme ça a été le cas au Bataclan, comme ça l'est aussi dans d'autres exemples d'actes de terrorisme et de meurtres de masse, doit pouvoir être fait. Mais ce que vous n'avez pas donné, je vous avais interpellé aussi en commission sur ce fait-là, c'est sur quoi se base et quelles études et quels reculs vous avez à votre disposition pour appuyer votre logique et votre théorie, et ce que vous dites, si on avait eu, mais sur quoi ça se base en termes de faits et d'études. Parce que, pour le coup, les éléments d'études et les éléments de recul qu'on a, par exemple, aux États-Unis, sur les mêmes arguments que vous avez, c'est les mêmes débats en fait, c'est une société différente avec des règles différentes, mais il y a quand même des règles d'encadrement de ces usages, montrent qu'en fait, qu'il n'y a pas de corrélation, et que le fait d'avoir des armes, et qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui ont des armes, n'est pas un élément qui permet de prévenir les dizaines et des dizaines et des dizaines de morts et des enfants, les tueries dans les lycées qu'il y a, et je pense que, y compris aux États-Unis, beaucoup de gens aimeraient empêcher que ça ait lieu, mais le fait qu'il y ait des agents de sécurité et de police avec des armes ne le permet pas. Et vous ne nous avez pas donné les éléments probants pour justifier cela. Oui, je voulais récuser l'argumentaire final du collègue Thiriot sur le fait que l'enquête a posteriori d'une possible fusillade où les officiers, les agents présents n'auraient pas utilisé leurs armes parce qu'il n'y avait pas, prouverait que s'ils l'avaient fait, il y aurait eu moins de morts. Mais précisément, ce n'est pas le cas. Précisément, ce qu'on demande, et moi, ce sur quoi moi j'ai interpellé en commission et ici le rapporteur et le ministre et la rapporteure, ou les collègues qui défendent ces positionnements, c'est de donner les éléments qui permettraient de prouver que dans ce genre de situation, les études montrent que le fait de pouvoir avoir ces armes dans ces conditions-là rend la probabilité qu'il y ait moins de morts. Et c'est bien l'objectif que nous voulons tous, mais ce n'est pas le cas. Objectivement, y compris dans des situations où des armes sont possibles dans d'autres pays, il n'y a pas de corrélation avec le fait qu'il y a moins de morts parce que les agents, et je ne dis pas n'importe quel citoyen, mais les agents de sécurité des forces de l'ordre ont des armes et ont la possibilité d'utiliser leurs armes, il n'y a pas moins de morts automatiquement. Et donc là, ce que vous faites, c'est de la politique fiction qui part de sentiments partagés d'empêcher qu'il y ait des fusillades et plus de morts, mais qui ne se base sur aucun élément fondé. Et on ne peut pas, par contre, prendre le risque, et ça c'est avéré, que le fait d'avoir plus de circulation d'armes risque d'avoir des effets en plus en chaîne et risque de provoquer, y compris peut-être, plus de morts ou de blessés. Et ça, c'est objectivement prouvé. Ce que n'est pas ce que vous défendez. Je vous remercie, Madame Obono. Madame Obono, puis Monsieur Petit. Ah, un problème de micro. Allez-y, allez-y. Ah, on a un problème de micro, la régie, là. Sinon, je vais vous demander de changer de micro, si jamais. Non. Ah non, c'est voilà, bon. Parfait, bon. Merci. Donc non... Excusez-nous et ne nous excusez pas parce qu'on va quand même le faire, de défendre des amendements de proposition. Pendant plusieurs heures, le ministre n'a cessé d'ironiser sur le fait que nous ne faisions pas de propositions. Nous en faites et nous en faisons. Et nous en faisons sur la base d'une amélioration des dispositifs qui existent. S'il vous plaît, chers collègues. D'une amélioration des dispositifs qui existent. Pendant tout le débat sur cette loi, vous n'avez pas arrêté de dire qu'il s'agissait de renforcer des dispositifs. Nous vous disions, il existe déjà des mesures qui permettent de sanctionner tel ou tel acte. Vous disiez, il faut les renforcer absolument. Nous sommes contre cette escalade
ce renforcement-là, parce que c'est une escalade sécuritaire. Ce que nous proposons comme renforcement, c'est le renforcement démocratique. Et c'est là où la discussion porte sur, en fait, la logique et la philosophie que vous attribuez aux forces de police. Et est-ce que c'est une logique républicaine ou c'est une logique qui va dans une dérive autoritaire? Nous proposons une logique républicaine parce que ça renforce justement les cadres de débat démocratique, les cadres d'acceptation et de compréhension de l'autorité qui est dévolue à ces agents. Et ça ne vous intéresse peut-être pas, chers collègues, mais c'est le cœur, y compris de notre rôle ici. Et si vous êtes trop fatigués, allez vous coucher. Mais nous, on a dit qu'on argumenterait jusqu'au bout et on va le faire. Madame. Eh bien, voyez-vous, nous ne sommes pas en soi contre cet amendement qui participe à renforcer des dispositifs. Nous aimerions peut-être que le rapporteur, le ministre et la majorité aient un esprit un peu plus constructif et n'accordent pas que des avis favorables à sa propre majorité, parce que je trouve que c'est vraiment dommageable au travail. Encore une fois, je vous rappelle, et pour clarifier peut-être à cette heure-ci, c'est peut-être difficile de lire et d'arriver à comprendre de quoi on parle dans cet article 30 bis et pourquoi est-ce que nous faisons ces amendements, chers collègues. Nous parlons bien des comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Et dans ce terme-là, ça englobe des questions de sécurité. Alors, la sécurité n'est pas le fait que de la police, j'en conviens, mais aussi de la police. Voilà pourquoi est-ce qu'il nous semble cohérent de vouloir renforcer ces instances dans le cadre d'un débat sur la question de la police. Et la prévention de la délinquance, oui, nous pensons que la police a aussi une responsabilité en tant que prévention. Et la prévention, c'est aussi l'investigation, c'est aussi le dialogue, c'est aussi d'être familier et d'être en proximité avec les habitants. Voilà pourquoi ça a tout son sens, chers collègues. Relisez peut-être le titre de l'article avant de croire à une incohérence de notre part. Je vous remercie. Nous passons au vote. Daniel va le faire. Madame Obono. Sur quel sujet? C'est au titre de l'article 58 pour la bonne tenue des débats, pour la sérénité que vous avez voulu jusqu'à 5 h du matin, en nous obligeant par la loi majoritaire à continuer jusqu'au bout. Chers collègues, depuis que j'interviens, plusieurs collègues tapent sur leur tablette, ce qui fait un bruit et qui m'oblige en plus à hausser le ton. Donc, excusez-moi, chers collègues, je vous ai tout à fait entendu quand vous avez parlé et je voulais m'inscrire pour me répondre. Mais je tiens à rappeler et à interpeller les collègues de la majorité que s'ils sont fatigués et qu'ils veulent prendre leur train, qu'ils rentrent chez eux et qu'ils s'endorment. Vous avez choisi. Ah non, on n'est pas fatigué. Regardez. S'il vous plaît. Je crois vraiment que pour la sérénité des débats, il ne reste plus beaucoup d'amendements. Nous avons attendu jusqu'au bout pour pouvoir défendre nos amendements. Je vous remercie, Madame Obono. Nous avons posé des arguments de fond et ces messieurs, dames, ne souhaitent pas y répondre. Alors, allez dormir. Ça vous fera des vacances à tout le monde. Attendez, s'il vous plaît. Sur l'article. Oui, Monsieur le Président, et je me suis inscrit sur l'article et toutes mes interventions jusqu'à présent portaient sur les articles et portaient sur les amendements. Et j'aurais aimé pouvoir les défendre sans entendre aussi des interpellations, des insultes et des mises en cause de la part de ses collègues. Donc je vais faire sur la... Allez, s'il vous plaît. Non, attendez, chers collègues, on va... Chers collègues, on ne va pas répondre à chaque invective dans chaque sens parce que sinon... On va attendre. Bon, je vais suspendre pour 2 minutes. Voilà.
Merci. Bien, nous reprenons nos travaux. Alors, nous en étions à l'amendement 1334 du gouvernement qui a reçu un avis favorable. Nous pourrons le passer aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 1153 des rapporteurs. Donc voilà, tous les amendements de coordination, 1154, 1155, 1156, 57, 58, 59 sont donc adoptés. Sur le texte de la commission, nous arrivons sur l'article 31. Sur l'article 31, qui est pour, qui est contre, il est donc adopté. Le 31 bis, Madame Obono. Merci, Monsieur le Président. En fait, je voulais m'inscrire sur l'article et intervenir là-dessus et en partie répondre aux arguments du collègue qui ne comprenait pas que nous veuillions plus de... Monsieur Schellenberger, qui ne comprenait pas que nous voulions plus de droits et plus de droits, y compris dans l'exercice des fonctions de sécurité. C'est vrai pour l'Hexagone, mais c'est également vrai pour les territoires d'outre-mer, surtout que ces territoires-là sont, sur ce sujet comme sur d'autres, particulièrement défavorisés et discriminés en la matière. Et oui, il faut plus de défense des droits du point de vue de la sécurité. Je pense notamment aux incidents qu'il y a pu y avoir dernièrement sur l'usage qui avait été fait des forces de gendarmerie lors d'une mobilisation sociale de militants écologistes et qui a donné lieu à une série de violences qui ont été filmées par des citoyens et qui aujourd'hui servent, y compris contre les personnes qui en sont victimes. Et on a sur ces territoires d'outre-mer, sur cet exemple en particulier, l'illustration du problème de l'utilisation des forces de sécurité à des fins de répression des mouvements sociaux, de répression de mouvements légitimes sur des questions environnementales fortes. Et c'est pour ça qu'il faut d'autant plus assurer le droit et la sûreté des citoyens, leur droit de se mobiliser et leur droit, il me reste 20 secondes, leur droit de pouvoir exprimer leur contestation du gouvernement. Il me reste 10 secondes. S'il vous plaît. Il me reste 10 secondes. J'aimerais finir ma phrase. Vous avez bien compris que c'était bien sur le contenu. Finir votre phrase. Je vous ai demandé. Non, mais c'était bien sur le contenu. Finissez votre phrase. Président, j'avais 2 minutes. Je voulais m'arrêter à mes 2 minutes. Sérieusement. Finissez votre phrase. Non, ce n'est pas hors sujet. C'était sur un article qui portait sur les Outre-mer. Et il y a des cas d'usage disproportionné, illégitime de la force. Et sur ce point-là, comme sur les autres, les citoyens et citoyennes en Outre-mer doivent pouvoir bénéficier des garanties que le droit et les libertés fondamentales leur accordent en tant que citoyens et citoyennes françaises. Ils le sont, il faut les respecter en tant que tels. Nous passons. Oui, alors là, c'est aussi effectivement une demande de rapport qui vise à étudier l'effectivité du contrôle. On a beaucoup été question dans ce texte du fait de déléguer à des agents de sécurité privée un certain nombre de missions et à chaque fois, il est indiqué comme argument d'autorité que tout cela est fait sur le contrôle d'officiers de police judiciaire comme un garant de la chose. Or, il se trouve, et c'est ce que nous dénoncions déjà dans des textes précédents qui ont en fait de plus en plus rendu
en fait inutile ou non nécessaire la présence d'officiers de police judiciaire. Et ce que nous voulons, c'est justement avoir des éléments précis qui montrent que effectivement l'autorité de l'officier de police judiciaire est bien présente et réelle quand on donne à des agents de police, à des agents de sécurité privée des prérogatives dont on pense qu'ils ne devraient pas les avoir parce qu'elles devraient rester à la police nationale. Nous devrions nous poser la question de comment on fait pour qu'il y ait plus d'officiers de police judiciaire qui puissent faire leur travail qui est nécessaire, notamment, et c'est là-dessus que nous sommes revenus à plusieurs reprises, sur le nécessaire travail d'investigation. Parce que nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls, et des spécialistes, y compris de la question de la lutte contre la délinquance, le disent et le redisent, et des policiers et des policières le disent aussi, de la nécessité d'avoir plus d'officiers de police judiciaire pour faire ce travail. Et plutôt que de se contenter de mettre une formule pour justifier la délégation de prérogatives régaliennes à du privé, nous devrions nous poser la question de comment on fait pour avoir plus d'officiers de police judiciaire pour qu'ils puissent faire leur travail, qui est celui de l'investigation avant tout. Alors oui, encore une fois, là, nous essayons d'avoir des amendements qui permettraient justement d'avoir une discussion sur les questions de sécurité sur des bases rationnelles. Sur ce que nous disons depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même, c'est qu'il faut un retour à la raison plutôt que l'escalade sécuritaire dans laquelle vous êtes enfermés. Et sur la question de la vidéosurveillance, on a eu les débats tout à l'heure où des collègues prétendaient que c'est une question technique. Il y a des techniques qui existent, eh bien utilisons-les. Ce que nous reprochions, c'était le fait de dire que ce n'est pas une question technique. C'est une question de choix de société. Dans quelle société on veut vivre et à quoi nous servent, y compris les développements techniques. Sur la question de la vidéosurveillance, il y a eu énormément de recherches qui sont faites qui montrent que ça participe à créer un environnement d'une société panoptique où la philosophie, c'est de pouvoir surveiller le moindre fait et geste pour de bonnes raisons. C'est toujours pour de bonnes raisons qu'on veut surveiller les gens pour leur propre bien. Mais la logique mène à un espace public et maintenant privé saturé par les intrusions de ce type d'appareil. Et par contre, la question de la pertinence et de quel impact cela a effectivement sur le crime, sur la délinquance, n'est jamais posée. Et donc voilà pourquoi nous appelons à un retour à la raison et de pouvoir s'appuyer sur un rapport, sur des faits, et pas un rapport comme celui de 6 pages où on nous explique que les personnes sont à la fois juges et parties, c'est-à-dire que les policiers qui voulaient une caméra piéton ont dit que c'était très bien et que ça leur allait très bien, et donc c'est ça le retour de terrain qui justifie de le généraliser. Non. Il faut un vrai rapport avec des études de fond. On a le recul sur la vidéosurveillance et c'est ce que nous proposons de manière constructive pour éclairer les choix qui sont faits aujourd'hui et qui sont, de notre point de vue, très dangereux. Votants et 77 exprimés. Nous passons à l'amendement 791. Madame Obono. Oui, c'est un amendement qui est une demande de rapport sur la question de l'opération et les missions Sentinelle. Ça a été déjà évoqué tout à l'heure par notamment le collègue Corbière. Pour 2 raisons, il nous semble nécessaire de procéder à ce type de rapport. D'abord parce que nous continuons à considérer qu'il y a un mélange des genres et que le fait de faire intervenir des soldats, des militaires dans un cadre civil interne brouille la différence fondamentale qu'il doit y avoir entre la police et qui s'occupe de la sécurité intérieure et l'armée et les soldats et les militaires qui s'occupent de la défense du territoire. Je crois que ça participe aussi, et pas simplement à moi, puisque de nombreux témoignages de soldats et au sein de l'armée le disent aussi, ça participe aussi de la perte de sens de ces recrues, qui sont souvent aussi de jeunes recrues, et ça participe aussi à la baisse du moral et y compris l'opérationnalité de ces soldats. C'est aussi des questionnements qui se posent au sein même de l'armée et des spécialistes de la question, sans parler du coup, ça a été évoqué sur le fait que, par exemple, en 2017, l'Institut français des relations internationales juge que cette opération Sentinelle est coûteuse et inutile.
un certain nombre de chercheurs spécialistes de ces questions le disent. Quoi qu'en dise, par exemple, l'armée de terre et le ministre de la Défense qui essaient de convaincre du contraire, depuis le début, ces militaires sont utilisés comme des supplétifs des forces de police avec des pouvoirs extrêmement limités et qui font de la présence et de la sécurisation à minima. Il s'agit aussi de colonels et de soldats à la retraite qui disent que si on examine le bilan réel de l'engagement, on constate que strictement aucun attentat, de quelque origine que ce soit, n'a jamais pu être empêché par cette présence. Je continuerai plus tard en réponse aux autres arguments. Défavorable. Défavorable. Nous procédons donc au scrutin. Je mets aux voix le 791. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. « 77 votants, 75 exprimés pour, 4, contre, 71. Il est donc rejeté. Le 794 ne me paraît pas défendu. Le 801. Je vais le faire. Oui, je vais le faire. Le 801. Attendez, le 801 n'est pas défendu. Ah, pardon. Ah, si, il est défendu. Défavorable, défavorable. Oui, Madame Obono. Oui, je voudrais terminer mon argumentaire, même si il n'y a aucune réponse. Je crois que... Non, laisse-les, je vais attendre. S'il vous plaît. Je vais attendre. Franchement, il reste 10 amendements. On va le faire patiemment. Hein, ça vaut plus le coup de se mettre... voilà. Hein. Mais ça n'a jamais valu le coup. On va garder la sérénité de nos débats, Depuis 3 s'il ans, vous plaît. vous le savez. Pour les quelques amendements qui restent, on ne va pas s'enflammer maintenant. D'accord ? Non, alors, Madame Obono, vous avez la parole et nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Parce que c'est une question, et encore une fois... Nous vous écoutons. Allez-y, Madame Obono. Merci. Et encore une fois, ce n'est pas simplement la France Insoumise qui le demande, c'est aussi du point de vue des spécialistes sur ces questions qui notent que, en fait, ça fait plusieurs décennies que ces opérations sont menées et qu'il n'y a jamais eu véritablement de bilan, et qu'y compris du point de vue de plusieurs arguments qu'on a entendus sur le fait de faire, de protéger les policiers comme les soldats, les militaires, les pompiers, qui deviennent des cibles. Or, c'est un argument qui est donné justement sur le fait de réviser la présence de ces militaires. Parce que selon, encore une fois, plusieurs spécialistes de la question, la présence de ces militaires-là en fait paradoxalement des cibles privilégiés, et y compris pour des personnes qui veulent commettre des actes de terrorisme, des cibles bien plus intéressants symboliquement que d'autres ou que des civils. Et que c'est précisément dans le but de les atteindre que des actes de terrorisme peuvent être faits. Et donc il y a une problématique sur la visibilité et la présence constante, permanente, partout, de ces militaires dans l'espace public. Et voilà pourquoi ça a tout son sens de faire un rapport là-dessus. Et nous continuerons, parce que ce n'est pas la première fois que nous vous interpellons sur le sujet, nous continuerons à vous interpeller, à relayer ces critiques.